À cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune écrivain, conférencier, motivateur, coach en développement personnel africain, très inspiré et surtout très connu sur les réseaux sociaux. Il cumule plus de 7 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Il s'agit donc de Karamo Sangaré. Il sera là, ce Guinéen qui a impacté en tout cas les réseaux sociaux et surtout le développement personnel. Il sera là parce qu'il organise un de ses concepts ici qu'il appelle notamment le concert éducatif. Le concert éducatif qui se déroulera ce samedi à Ouagadougou. Il sera là pour nous parler de cet événement dans la rubrique Invité du jour. Et bien sûr, aujourd'hui, à cette émission, on recevra également des annonceurs pour parler des événements à venir. On parlera de compétitions d'art oratoire en langue nationale. On parlera aussi de Savane Média au FESPACO parce que justement, on va réaliser des émissions en direct donc du MICA en prélude au FESPACO. Ça sera également tout à l'heure. On va discuter de ça avec le directeur marketing et commercial de Savane Média. Merci de votre fidélité et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure. Alors, pour la rubrique à la découverte, vous le savez, direction Koudgou pour vous faire découvrir le quartier Burkina qui est situé à Koudgou. On y va pour à la découverte. Qui a le mérite d'avoir donné son nom au pays Burkina Faso? C'est bien sûr sous la révolution que le feu capitaine Thomas Sankara a justement voulu changer le nom de la Haute-Volta en enfin, à un autre nom. Et quand il a découvert qu'il y a un quartier à Koudou qui porte le nom de Burkina et a compris la signification de Burkina qui transmet bien sûr le Burkindi qui veut dire l'intégrité, il a décidé de donner bien sûr ce nom Burkina au pays des hommes intègres. Alors, nous allons découvrir encore l'histoire à travers la suite des témoignages. Nous partons pour écouter le chef du quartier Burkina de Koudgou. Nous constatons que la gestion est exactement comme Thomas Sankara. Vous savez, Thomas Sankara n'a pas eu peur de gérer son pays. Il voulait que son pays soit vraiment ce qu'on appelle on n'était pas, on a dit que nous, on avait notre indépendance, mais en fait, on n'était pas indépendant. C'est ce qui fait que Thomas Sankara a voulu que nous soyons vraiment indépendants. Et tout ce qu'il a fait, bon, vraiment, nous pensons que c'était assez correct. Nous, c'est pas parce qu'il a donné le nom de Burkina au Faso, c'est pas à cause de ça, mais nous voyons qu'il a travaillé. Il a bien travaillé. Et le président, son Excellence Ibé, je crois que lui aussi, il suit les traces de Thomas Sankara. Bon, nous ne pouvons que lui souhaiter vraiment longue vie. Et nous demandons à Dieu et à nos ancêtres de l'aider et que pour que ce qu'il souhaite que nous soyons là, que nous effectivement que ce soit ainsi. Tout ce que nous allons ajouter, c'est demander qu'il réussisse à reconquérir notre pays. Nous, Burkina, le Burkina Naba, sa famille, le quartier, l'ensemble du quartier Burkina, nous souhaitons ça plus parce que grâce au nom Faso, Burkina Faso, le nom que Thomas Sankara a donné à notre quartier, grâce à ça, notre quartier, le nom est partout dans le monde entier. Donc, nous, on est très sensible quand on dit que le Faso, il y a des centimètres. Nous ne souhaitons pas que 1 centimètre soit réduit. Si c'est réduit, c'est comme si c'était notre quartier qu'on avait réduit. Donc, compte tenu de ça, nous demandons aux ancêtres de lui donner toutes les forces pour qu'ils puissent récupérer
et cela nous ferait encore beaucoup plus plaisir. J'ai pris les choses, c'est-à-dire c'est des conclusions, je n'ai pas allé en profondeur, sinon l'histoire même est là, mais en attendant, ce que je peux demander à la population de Burkina, c'est de rester comme nos ancêtres quand on est venu et ce qu'on a entendu parler de nos ancêtres. On nous a fait savoir, je vous ai dit que nous avons près de 12 familles qui ont constitué le quartier, le grand quartier burkinabé. On nous a fait savoir que en ce moment-là, s'il y a une famille qui était attaquée, c'est le Grand Burkina qui était attaqué. Si quelqu'un venait chercher, comme on le dit en termes vulgaires, la famille et une femme de la famille, par exemple, de Soudiri, tu deviens l'ennemi de tout le Grand Burkina. Pour dire que nous avons appris qu'ils étaient soudés. Et le vivre ensemble était là. Disons pratiquement une seule famille. Moi, ce que je souhaite, ce que je demande à la population de Burkina, c'est de rester unis, soudés, et comme une seule famille. Et je crois que ça pourra donner l'exemple à tout le Faso. La preuve est que je vous ai dit que ça fait 12 familles qui constituent le quartier Burkina. Combien d'ethnies que compose le Faso? Et on dit qu'il faut qu'on soit tous unis. C'est ça que j'ai en tête et je souhaite ça à la grande population du quartier et un appel aussi à toute la population du Faso. Nous sommes beaucoup, mais avec le bon vivre ensemble, nous pouvons constituer une seule famille pour que le Faso soit ce qu'il est et qu'il ressemble au souhait de Thomas Sankara, ce qui l'a poussé à donner le nom. Ce mercredi, nous sommes avec Issa Oumarati pour les informations. Bonjour Issa. Bonjour Azeta et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, on va découvrir d'abord les titres des journaux. Oui, on va commencer par le journal L'Express du Faso qui affiche à sa une Onatel, 10 retraités réclament leur pension. L'Europe aussi en quête de souveraineté. Tambola minute l'Onabé avec 200 francs CFA. Il empoche 3 millions de francs CFA. Conseil supérieur de la communication, les rapports publics 2022-2023 remis au président du Faso, Banfora, des boutiques fermées pour pratique de prix illicites. Au palais de justice, il reconnaît avoir donné la mort à son apprenti. Infrastructure routière, d'assainissement et d'équipement à Ouagadougou, travaux d'exécution, taux d'exécution des travaux satisfaisants. Le quotidien lui affiche à ça une régulation des médias et de la communication. Les rapports publics 2022 et 2023 du CEC remis au président du Faso. Aménagement et bitumage de voirie à Ouaga. Le PDS Maurice Konaté satisfait de l'avancée des travaux. Huile Savor de la SN Citec. Les raisons d'une pénurie chronique. Sidouaya affiche à sa une, le Burkina Canada, le Premier ministre partage ses priorités avec l'ambassadrice canadienne. Régulation des médias et de la communication, les rapports publics 2022-2023 du CEC remis au président du Faso. Réalisation d'infrastructures à Ouagadougou, satisfait sur les chantiers à Tampouy, Marcoussi et Tanguem. Développement économique, le président de la commission des l'IEMOA salue la performance du Burkina. On murmure réouverture des 3 écoles dans la commune de Gossina. 9 points de vente de gaz butane fermés. Promotion du patrimoine culturel. Le secrétaire d'État du Saint-Siège visite le musée national. Mercure, le triste sort de la RDC.
Le pays affiche en premier hôtellerie au Burkina, Azala Hôtel René de ses cendres. Coopération Burkina-Canada, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo décline ses priorités. Reconquête du territoire, les Dozo des Cascades réaffirment leur engagement. Révélation, présidence du Faso, voici les 4 missions du nouvel orchestre. Actu Sport, le ratio affolant de Victor Osimhen avec Galatasaray. Pépite d'entreprise de la télévision BF1, 215 jeunes porteurs de projets inscrits pour la 6e édition. Régulation des médias, le CEC au rapport. Sexualité de la femme en période de périménopause, comment s'y prendre, dématérialisation des procédures de dédouanement, la plateforme Sylvie V2 voit le jour. L'observateur Palga affiche à sa une, Conseil supérieur de la communication, les gendarmes de médias, le gendarme des médias au rapport chez le capitaine Traoré. Promotion de la boxe, la CNSS assure les vieux jours des boum boum. Conflit en RDC et le glaive de la CPI plane sur le M23. Lutte contre la cybercriminalité, info vendeur en ligne interpellé par la BCLCC. Avant projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, un acquis indéniable mais des aspects à réexaminer. Pour terminer avec aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une 1 million de francs CFA de la CNSS à Boum Boum, promesse engagée, promesse tenue à l'égard du triple champion d'Afrique de boxe. Nuit du jour, l'ambassadrice canadienne chez le PM, le diplomate Becker chez Karamoko, la SFI chez le Grand Argentier. Hospitalisation du pape François, le Vatican annonce l'annulation de ses engagements du week-end. Nationalité de l'artiste à Salfo, André Silver Kona met fin au débat. Régulation des médias et de la communication, les rapports publics 2022-2023 du CEC remis au président du Faso. Courageusement, il doit discuter avec le M23. FESPACO 2025, le ministre Gilbert Ouedraogo visite des salles de projection. C'est tout à vous pour les unes du journal du jour. Merci Issa pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité, débutons notamment par la création de l'orchestre de la présidence du Faso. Oui, effectivement, à travers un décret présidentiel signé le 13 février dernier, le président du Faso a créé un orchestre donc propre à la présidence du Faso, et l'orchestre donc a pour entre autres missions de participer à galvaniser les troupes et de participer également à des cérémonies d'envergure nationale entre autres, et selon le décret en tout cas l'orchestre est donc attaché à l'état-major général des armées, bien que il est donc logé à la présidence du Faso. Et d'un autre côté, on parle également que l'orchestre donc sera animé par des spécialistes de la musique. Donc, vous êtes sans savoir que l'armée également dispose d'un orchestre et il y a des très bons musiciens qui sont là-bas. Donc, sûrement, ils seront d'une manière ou d'une autre réaffectés à l'orchestre donc, qui vient de naître à la présidence du Faso. Voilà. Bien sûr. Alors, donc, on va dire quoi? Bon, on va à l'orchestre et puis on verra bien ses prochaines sorties. C'est ça. Deuxième sujet, le Conseil supérieur de la communication, CSC, présente son rapport au président du Faso. Oui, le Conseil supérieur de la communication a présenté ses rapports de 2022 et 2023 au président du Faso. Et selon donc, le président de l'institution, il ressort qu'il y a une nette amélioration en termes de contenu dans les médias. Il faut les préciser, les médias traditionnels, la télé, et la radio, la presse écrite. Il y a une nette amélioration selon les deux rapports qui ont été présentés au président du Faso. Et l'un des défis qui reste toujours à relever selon Modeste Ouedraogo, le président du CEC, c'est comment gérer les médias en ligne, qui constitue en tout cas un défi majeur pour l'organe de régulation, qui est appelé désormais à réguler au-delà des médias traditionnels, réguler également les réseaux sociaux. Oui. Voilà. C'est important. D'accord. Merci bien ici. Allez, je vous en prie, à plus tard.
On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui et c'est parti pour la météo. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons recevoir un invité pour parler d'une compétition à venir. Nous sommes avec Monsieur Ibrahima Guiro. Bonjour Monsieur Guiro. Bonjour madame. Je rappelle que vous êtes étudiant et responsable de la CODIL. Donc la CODIL, c'est la compétition des débats oratoires et d'interprétation en langue locale. Exactement. On parlera de cette compétition, mais il faut rappeler que c'est une compétition portée par une association d'étudiants, donc dénommée Les étudiants ont du talent. Tout à fait. On va quand même parler de l'historique de cette association, comment elle est née et quelles sont ses missions et objectifs. Alors, je tiens d'abord à vous dire merci et donc saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, l'association Les étudiants ont du talent est une association qui naît comme cela de cette envie de vouloir faire valoir le talent estudiantin. Okay. Et comme le nom même l'indique, les étudiants ont du talent. Alors, l'association est née en 2016, voilà, mais a commencé donc à faire valoir et à mettre en pratique ses activités depuis 2017. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à notre activité qui est connue de tous, surtout dans le milieu estudiantin, notamment Festi Campus. Nous serons donc à notre 8e édition cette année. En dehors des Festi Campus, l'association aussi organise un dîner gala annuel qu'on appelle Fest Nose, qui était à sa 3e édition cette année. Et donc, l'objectif de cette association, c'est véritablement de mettre en avant le talent estudiantin. Et lors de ces activités dont je viens de faire mention, nous organisons donc des compétitions d'art culinaire, des débats oratoires, des défilés de mode, etc., etc. Donc il y a pas mal d'activités qui sont créées au sein donc de ces activités que je viens de faire mention. Mais si vous voulez, l'association a pour objectif effectivement de certes mettre en avant le talent estudiantin, mais de permettre aussi au public de découvrir ce talent. Puisque l'étudiant il peut avoir le talent, mais le talent peut mourir en lui. Maintenant, comment est-ce que le public peut connaître le talent et par ce talent-là, l'appeler à pratiquer ce talent. Okay. Peut-être lors des débats oratoires, l'étudiant il est tellement éloquent et que peut-être Savant TV l'appelle pour un stage et pourquoi pas l'embaucher. Oui, donc voici entre autres les avantages et l'objectif donc de l'association. Et si je comprends bien, c'est une association qui regroupe les étudiants de toute université. Ah oui, puisque vous êtes logé dans une université particulière. Il n'y a pas d'université particulière parce que même les membres fondateurs actuellement ne sont plus étudiants. Mais nous qui sommes là, nous prenons la relève. Moi, j'ai fait le centre universitaire polyvalent, si vous permettez. Je n'ai pas fait l'université Kizerbo. Mais il y a des personnes qui sont à Kizerbo, il y a des étudiants qui sont dans d'autres écoles également. Okay. Donc c'est vraiment diverses universités réunies au sein donc de l'association. D'accord. Autant d'activités, c'est bien, on a découvert plus l'association et aujourd'hui vous nous revenez pour nous parler donc de CODIL, la compétition des débats oratoires et d'interprétation en langue locale ou langue nationale. C'est important pour qu'on puisse spécifier cela. On voit des compétitions d'art oratoire et autres, mais en langue, je pense que voilà, ça n'existe pas tellement. Ouais. Comment l'idée de faire une telle compétition est née? Bon, déjà, je dis que lorsqu'on a même rencontré les participants, j'ai eu à le dire, l'idée naît d'une question. Okay. Comment innover? Que innover? Et l'innovation, pour moi, devrait être nationale. Devrait ressortir l'originalité du jamais vu. Okay. Alors, tard dans la nuit, pensif, alors je me suis posé 1001 questions de savoir qu'est-ce que je peux apporter de plus. Et de ces questions-là, plusieurs idées me sont venues à l'esprit et j'ai écrit, comme d'habitude, comme je suis étudiant, j'ai pris note. Alors, après, j'ai éliminé et il y a une compétition qui est restée. Mais les compétitions, comme vous l'avez mentionné, existaient déjà. Il y a des championnats nationaux qui existent, il y a des compétitions également qui existent. Oui. Mais où est l'originalité que je voudrais apporter? Alors, de cela, il dit, mais pourquoi ne pas le faire en langue nationale? Il dit, au départ, c'était un peu compliqué parce que moi-même, je n'étais pas convaincu. Il dit, mais est-ce que les étudiants seront voilà, intéressés, tout et ça?
Mais à la fin, il dit, mais pourquoi ne pas essayer? Parce qu'aujourd'hui, l'initiative gouvernementale même vise déjà à vraiment endogénéiser tout ce qui est, qu'on appelle burkinabé, et tout ce que nous pouvons vraiment endogénéiser. En plus de cela, faire la valorisation et la promotion de tout ce qui est local. Et je pense que depuis le président Thomas Sankara, on en parle. Et même l'initiative gouvernementale dont je parle également appelle tout le monde véritablement à faire la valorisation donc, de tout ce qui est local. Oui. Je me suis donc inscrit dans cette mouvance, dans cette lancée, pour également valoriser nos langues nationales. Et c'est comme cela que la Côte d'Ivoire est née, donc d'une question, et de ces questions-là sont nées des idées, et des idées aussi, nous sommes à l'action. À l'action. C'est la première édition? Ah oui, c'est la première édition. Ok. Et là, vous avez les phases même, les phases éliminatoires, non? Oui, les phases éliminatoires. De présélection. Tout à fait, la présélection. Ah, déjà, comment ça va se passer pour ces phases de présélection? D'accord, merci infiniment. Je dirais que ces présélections vont se dérouler en deux phases. La première phase consistera donc à mettre en exercice les débatteurs. Donc, il y aura des thèmes qui ont été déjà choisis depuis le dimanche dernier. Les débatteurs donc viendront débattre. Et par la suite, nous avons la deuxième phase qui est réservée donc à l'interprétation. L'interprétation consistera, si vous voulez, d'interpréter du français vers la langue choisie. Alors, nous avons des étudiants qui ont choisi le moré, d'autres ont choisi le djoula, d'autres le fulfulde. Alors, ils vont traduire du français vers ces langues-là. Donc, un texte ou vraiment, je ne sais pas, leur speech en langue? Oui, en effet, ce sont les textes. Et les textes sont déjà calés. Sauf que les étudiants, c'est-à-dire les interprètes, ne connaissent pas les textes. Voilà, c'est à eux de se munir du moins de tout ce qu'il y a comme bagage intellectuel et aussi voilà, de tout ce qu'il y a comme talent d'interprète et de venir aussi se mettre à l'épreuve sur place. Sur place. Maintenant, il y aura un lecteur, si vous voulez, parce que en réalité, ce n'est pas l'interprète qui lit et qui traduit à la fois. Voilà, nous avons voulu faciliter la tâche donc à ces interprètes-là en leur prêtant donc des lecteurs du moins qui viendront lire le texte pour eux. Et les membres du jury également auront les textes là en face d'eux parce que, quoi qu'on dise, c'est une compétition. Il peut y avoir donc des fraudes, des discriminations ça et là. Donc pour éviter tout cela, nous avons voulu le faire dans la transparence. Donc nous aurons un lecteur qui sera là, qui va lire le texte au fur et à mesure, l'interprète, lui, il traduit. Ok. Une compétition à plusieurs phases. Pour la phase de présélection, vous partez avec combien d'inscrits déjà? Pour la phase de présélection, nous avons au total 37 inscrits. Ok. 37 inscrits confondus, débatteurs comme interprètes. Mais ça veut dire que c'est deux catégories? Oui, les débatteurs à part et les interprètes à part? Tout à fait. Ok. Maintenant, quand vous, sur les 37 là, vous comptez présélectionner combien et comment vont se dérouler ensuite les autres phases? D'accord. Déjà, dans deux langues, on voit déjà comment est-ce que nous allons procéder parce que nous avons déjà 8 débatteurs en djoula, 8 débatteurs en fulfulde. Donc déjà là, c'est facile parce que 4 à la présélection vont rester et les 4 autres iront donc en demi-finale. Maintenant, au niveau de la langue morée, nous dirons que là, il y a un peu de complexité parce que nous avons assez d'inscrits à ce niveau. Mais il est important de dire que après donc la présélection, nous avons cette possibilité-là de faire pourquoi pas les huitièmes de finale, les quarts de finale, avant d'arriver donc à la demi-finale, voilà, avant de parler donc de la finale. D'accord. Donc, quelles sont en fait peut-être les qualités que ces débatteurs-là devraient avoir pour venir à une telle compétition? Alors, on va dire quoi? C'est d'être véritablement celui-là qui veut d'abord être porteur donc de la valorisation de la langue nationale. Puisque en réalité, il faut avoir le talent, il faut avoir peut-être tout ce qu'il y a comme atout, mais si en toi, il n'y a pas cette flamme-là de vouloir mettre en avant déjà même les langues nationales, de vouloir faire la promotion, de le faire avec vraiment amour, je pense que ce n'est pas bien. Maintenant, en plus de cela, il faut avoir véritablement cette capacité donc linguistique à manier la langue nationale. Et donc, nous avons fait des exercices, je pense, même à la rencontre avec les candidats. Il y a des candidats qui se sont prêtés donc à la présentation, et ces présentations ont été faites donc en langue nationale. Et ces jours-là, j'étais époustouflé parce que je me suis dit, mais voyons, est-ce qu'ils s'attendaient à cela? Ils ne s'attendaient même pas.
puisque moi je me suis présenté, en l'air tout, c'est notre chargé à la communication qui dit mais pourquoi ne pas se présenter en langue nationale? Et tout de suite et Parce maintenant... que ça commence par là. Voilà, et tout de suite et maintenant, les gars ils nous ont transmis vraiment cette envie, cette énergie et cette connaissance qu'ils ont véritablement de la langue nationale. Et donc, en plus de savoir, de connaître donc sa langue nationale, de la maîtriser, comme je l'avais tantôt dit, il faut vouloir donc la faire valoir. En la suite de cela, bien évidemment, vu que ce sont des thèmes donc, qui sont d'actualité, notamment la sécurité routière, le port des casques, et tout ce qu'il y a vraiment d'actualité, il faudra que cet étudiant-là, ce candidat, veuille donc aller à la recherche. Et c'est ça véritablement, puisque nous ne venons pas simplement débattre sur des thèmes peut-être qui sont déjà dépassés. Non, ce sont des thèmes d'actualité, donc c'est le lieu pour nous de sensibiliser. Alors donc, il faudra que cet étudiant-là mette à l'esprit qu'il est sensibilisateur. C'est entre autres ce que nous recherchons comme qualité chez nos débatteurs. Chez nos interprètes également, je pense que ça se relie. Le thème de cette compétition, c'est diversité linguistique, unité nationale. Pourquoi ce thème? Alors, je pense que, sans être trop, comment je vais dire ça, dur, je pense que le contexte actuel du Burkina Faso le justifie tout simplement. Parce que nous sommes plus de 60 ethnies, donc plus de 60 langues. Alors, d'aucuns pensent, ou d'aucuns penseraient, parce que cela n'est pas vérifié jusque-là, que le problème réside dans notre diversité. Et dans bien des cas, quand nous regardons, il y a des ethnies qui sont peut-être indexées, stigmatisées, discriminées ça et là. Alors, donc il est important de savoir que, en plus de ça, nous on a dit, mais pourquoi ne pas choisir un thème qui parle de lui-même? Diversité linguistique, unité nationale, parce que nous pouvons être unis dans notre diversité. C'est l'objectif en fait du thème, c'est l'idée générale du thème. Nous pouvons être unis dans notre diversité. Et comme le disait un savant, c'est de la diversité donc qu'on appelle des couleurs qui fait la beauté de l'étoffe. Donc c'est en voulant donc c'est-à-dire nous rallier donc à ce penseur-là qu'on a dit mais pourquoi est-ce que de notre diversité ne peut pas naître une beauté, une union, une unité nationale? D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, vous êtes là pour annoncer la phase de présélection. Tout à fait. Qui est prévue pour quand? Les présélections sont prévues pour le samedi 22, tout près. Je pense que c'est dans 3 jours. C'est ça. Voilà, donc c'est où? Au centre universitaire polyvalent du Burkina, au Ouaga 2000. D'accord. Voilà, non loin des PO. Voilà. Et donc, pour le moment, bon, en fait, on ne peut plus s'inscrire parce que les inscriptions sont terminées. Oui, là, on tout à part fait. pour les phases de présélection. Et ensuite, il y aura les autres manches. On voit que vous avez associé aussi des personnalités pour cette compétition. Tout à fait. Alors, parlant de ces personnalités, je voudrais infiniment leur dire merci. Leur dire merci parce que ceux-là sont nos ambassadeurs. Ils sont ceux-là qui nous conseillent, qui sont véritablement les porteurs de ce projet. Parce qu'en réalité, nous sommes des étudiants. Personne ne nous connaît au Burkina. Mais ceux-là, je ne pense pas qu'on va mentionner le nom de peut-être le papa Zouk Nazarambe quelque part et puis personne ne le connaît. Je peux dire que la majorité des Burkinabés connaissent nos ambassadeurs. Alors c'est pourquoi nous on a voulu, vu que c'est une promotion et une valorisation de la langue nationale, est-ce que véritablement nous les étudiants, on maîtrise cette langue nationale? J'ai dit à mon équipe, non, on ne maîtrise pas. Donc il faudra qu'on ait des ambassadeurs qui sont les porteurs réels. Ceux avec qui on peut aller se ressourcer au cas où nous sommes donc en train d'aller à gauche ou à droite. Voilà, donc véritablement ce sont des gens que je remercie infiniment, que je dis encore une fois de plus, n'eût été peut-être leur implication, peut-être la Côte d'Île aujourd'hui serait un peu dans des difficultés au niveau de la mobilisation. Parce que là où on arrive, on parle non, voici nos ambassadeurs, on donne les noms. Je pense que les gens sont tout de suite maintenant réceptifs et puis ils écoutent attentivement le message qu'on a à leur donner. Au sortir de toutes ces compétitions, en fait, après la phase de présélection, certainement on aura des occasions pour parler des autres phases et pourquoi pas la finale. Au sortir de tout ça là, qu'est-ce que vous allez donner aux étudiants, aux vainqueurs? D'accord. Alors c'est une très belle question parce que l'ouvrier mérite son salaire, comme on le dit communément. Déjà, comme je l'avais fait mention depuis le début, nous sommes une jeune association donc d'étudiants. Alors on a fait comprendre à nos camarades étudiants qu'il n'y a personne derrière ce projet. C'est pas que voilà, c'est une grande personnalité qui est derrière, qui nous finance pour dire voilà, allez-y, à l'action. Non, c'est nous
et c'est moi qui suis porteur de ce projet. Ok. Alors, on a fait comprendre et on a dit aux participants que nous, on ne souhaiterait pas que cette compétition soit comme les autres compétitions, dans certaines compétitions, où à la fin, on promet peut-être les millions et puis on n'arrive pas à satisfaire réellement le candidat. On a dit, nous, on va jouer sur la franchise. Nous, ce que nous, on peut vous remettre en tant qu'organisateur pour l'instant, ce sont donc des trophées. D'accord. Il est encore plus symbolique, ce sont des attestations. C'est également des médailles. Ça, c'est pour les vainqueurs. Et également une enveloppe que je ne pourrais pas prononcer le nom, mais une chose est sûre, il y aura des enveloppes quand même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est véritablement la formation qui se cache derrière, puisque nous avons un partenaire. Si vous permettez, je peux mentionner son nom. Ah, ok, il n'y a pas de souci. On a un partenaire donc, qui s'est prononcé donc, à former les finalistes. Il n'a même pas dit les vainqueurs, il dit tous les finalistes, il va les former en voix off. Parce qu'il estime qu'au Burkina Faso, on a des voix off, mais les voix off en langue nationale se font un peu rares. Il en existe, mais se font un peu rares. Alors, il s'est prononcé donc de vouloir former tous les finalistes en voix off. On a des partenaires également qui veulent prendre des finalistes en stage, puisque c'est des structures de communication. Voilà, donc ça est là. Donc il y a des formations également qui sont là. Merci bien. Alors, nous avons épuisé notre temps. Donc, quel est votre message à l'endroit des étudiants, d'abord pour la phase de présélection concernant cette compétition d'art oratoire en langue nationale? Merci infiniment. Et mon message à l'endroit de toute la jeunesse burkinabé, pas seulement que les étudiants, c'est d'aimer réellement nos langues nationales, qui peut-être est en perdition, parce qu'on en parle rarement, peut-être à l'école et peut-être dans certains lieux publics. D'autres même n'en connaissent même pas, ne maîtrisent même pas les langues nationales. Donc mon message c'est véritablement d'aimer sa langue nationale et ensuite appeler les étudiants ce samedi 22 février du moins au centre universitaire polyvalent du Burkina afin donc d'assister pour une première fois à une compétition en langue nationale, débat oratoire et interprétation. C'est la journée mondiale de la langue nationale, hein. Je ne sais plus c'est quelle, c'est pour ce mois de février. Ah ok. D'accord. Donc quelle coïncidence. Ça tombe bien. Alors c'était mon message que j'avais donc à lancer à l'endroit de toute la jeunesse. Sortons massivement donc ce 22 samedi et je pense qu'on ne va pas regretter le déplacement. Merci bien. Je vous en prie. Merci à vous et puis on vous souhaite bon temps. C'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause juste après. On retrouve, comme je l'ai annoncé, donc un grand orateur aussi, surtout un motivateur, celui-là qui est bien aussi en développement personnel surtout. Il s'agit de Karamo Sangaré, guinéen d'origine, mais vraiment africain, parce que partout quand il passe en Afrique, on parle de lui. On va le recevoir juste après ça. Dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver un jeune Africain qui est un exemple de réussite dans l'entrepreneuriat, un motivateur, un coach en développement personnel avec plus de 7 millions d'abonnés donc sur ses réseaux sociaux, un businessman. Bref, nous sommes ravis d'accueillir ce Guinéen d'origine, Monsieur Karamo Sangaré, plus connu sous le surnom de Karamo. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être au Burkina. Merci de ramener surtout ce concept donc du concert éducatif pour les Burkinabés. En tout cas, c'est sûr que beaucoup vous connaissent au Burkina et vous aiment bien. Ça fait plaisir, je me sens à la maison. Ah, super. Alors, c'est bien quand même qu'on puisse revenir sur votre parcours pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, vous êtes conférencier, vous êtes écrivain et puis créateur de contenu digital. Alors, Karamo Sangaré, guinéen d'origine, comme je le disais, et vous êtes issu d'une famille modeste. Vous avez grandi en Guinée, on va dire l'enfance et puis la jeunesse. C'était dans quel environnement familial que vous avez vécu? On dirait que vous êtes un peu renseigné. Hein. Oui, bien sûr. Génial. J'ai checké les pages avant de faire l'entretien. Ok, je suis né, j'ai grandi en Guinée. Et j'ai eu mon déclic pour reprendre ma vie en main concrètement autour de 2016. Mais avant ça, la famille, c'était plutôt modeste. Mon père, il était médecin. Okay. Médecin, il avait sa propre clinique, il se débrouillait, il était à la retraite, donc il avait mis sa clinique. Financièrement, c'était pas terrible, on se débrouillait comme on peut.
Et puis il était un peu dur, donc il n'y avait pas forcément ce truc de ton père te donne ci, ça. À partir du moment que tu manges à la maison, c'est assez suffisant, donc le reste, tu te débrouilles. Donc j'étais là, comme ça, la situation. Il était polygame aussi. Bah, une grande famille alors. Oui, une grande famille, on est 9 enfants au total, donc ma mère 3 enfants. Chaque femme avait 3 enfants comme ça. C'était un peu tendu de temps en temps, mais globalement, voilà, on s'entendait quand même. Mais il y avait cette précarité-là, mais il n'y avait aucune urgence de se dire il faut que je reprenne ma vie en main, il faut que je change quelque chose. J'aime bien dire il suffit d'un déclic. Donc il a fallu d'un événement tragique, et puis finalement qui a tout chamboulé. Et la pire chose qui devait m'arriver à ce moment-là, c'est avéré plus tard comme étant la meilleure des bénédictions. Comme vous avez l'habitude de dire, il suffit d'un déclic. Et ce déclic-là, ça a été justement le décès de votre père. Et c'est à partir de là que ce déclic est parti. La rencontre avec le développement personnel se fait comment? C'est marrant parce que jusqu'en 2016, je ne sais pas c'est quoi le développement personnel. Vraiment aucune idée de ce que c'est. Et suite à la mort de mon père, du coup, on avait un prof qui faisait du développement personnel. C'est le seul que je connaissais à l'époque, en tout cas, qui en faisait, mais je ne le connaissais même pas dans ce domaine-là. Et un jour, il nous donne sa carte, il dit je fais des classes de leadership, si vous voulez venir voir un jour. C'était un vendredi avec un copain, on prend sa moto, sa vieille moto, et on va suivre ce cours de leadership, ainsi de suite. C'est ma première fois d'entendre des mots, des philosophies de développement personnel, et ça résonne tellement en moi que je me dis waouh, c'est quoi ce truc-là? À la fin de son speech, c'était tellement touchant que moi, je me retrouve, pendant que tout le monde applaudissait, moi j'étais en larmes. Parce que ça a réveillé quelque chose en moi. Et à la base, ça n'a jamais été de devenir coach ou conférencier. Ça m'a juste donné cette envie-là de reprendre ma vie en main et de me dire que, ok, bien sûr, mon père, il est parti, mais même sans lui, et bien sûr, c'est même une opportunité, je dois me servir de cette force-là pour transformer ma vie, devenir leader de ma propre vie. Et c'est de là que c'est parti, en 2016. Voilà. Et vous étiez en quelle année? J'étais jeune, j'étais assez jeune, j'ai découvert ce truc, je pense, j'étais entre 18 et 19 ans. Ok. Voilà. En quelle classe, pratiquement? J'étais en deuxième année de... fin première année et deuxième année d'université. Je venais à peine de rentrer en deuxième année. Ouais. Ah oui. Ouais. Et vous étiez quel genre d'élève? Plutôt brillant ou... Oui, j'étais très brillant en toute humilité. Ceux qui ont étudié avec moi le savaient. Primaire, collège, lycée. Si j'étais pas parmi les 3 premiers, j'étais frustré. Je me rappelle que oui, parce que mon système, il était conçu pour être premier en classe. Pour moi, c'était ça, le secret de la réussite dans la vie. Mon rêve même, c'était de devenir, comme me demandait, c'était de devenir ministre un jour, ministre des Finances. C'était un peu ce qui me passionnait à l'époque, jusqu'à ce que je découvre le développement personnel et que je me rende compte qu'il y avait tellement d'autres choses à apprendre au-delà de ce qu'on m'enseignait à l'université. Mais sinon, j'ai toujours été très brillant. C'est quand j'ai découvert ce truc-là, finalement, que j'ai commencé à me retrouver un peu plus derrière, mais c'était aussi un choix, parce que je préférais maintenant être dans l'équilibre et consacrer une autre partie de mon temps à des recherches, à la lecture de d'autres choses qui concernent vraiment ce que j'ai envie de devenir dans la vie. Mais sinon, globalement, ouais. Oui. Et entre-temps, vous êtes retrouvé en France pour les études. Et c'est là-bas que vous avez vraiment commencé à créer du contenu, à aller dans ce développement personnel-là. Parce que vous l'avez découvert. Mais une autre chose, c'était de l'appliquer ou en tout cas matérialiser ça. Comment ça s'est fait entre vos études et puis ce désir maintenant d'apprendre à se connaître? Ok. En fait, quand j'ai découvert le développement personnel, ça m'a métamorphosé, mais comme on dit, tout changement commence d'abord à l'intérieur. Okay. Tout a commencé d'abord en Guinée avant même d'aller en France, parce que c'est la suite de tout ça qui a continué là-bas. Je l'ai découvert, j'ai commencé à me plonger dans la lecture, et à chaque fois que je lisais, je voyais une lumière qui s'éveillait en moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée d'écrire un guide et de le vendre dans tout le pays. J'étais étudiant, j'avais 18-19 ans, et je me dis, si je vends ce livre-là, non seulement je partage toutes mes connaissances de développement personnel dans un petit truc condensé, et j'étais étudiant et en parallèle de mes études, j'allais vendre ça dans les universités, dans les lycées. En 6 mois, avant même de le vendre, quand j'en parlais, on me disait mais c'est pas possible, les gens ne lisent pas dans ce pays, ainsi de suite. Mais comme je dis, c'est pas que les gens ne lisent pas ou que les gens lisent, ça dépend de toi, comment tu amènes la chose. Donc j'ai dû me former à apprendre des choses. Je sors finalement ce truc-là. Dans ma tête déjà, moi j'étais riche. Dès que j'ai commencé vraiment à emballer de développement personnel, je me sentais déjà riche. Et quand tu projettes sur ton projet, tu te vois déjà riche, même si les gens ne le voient pas. C'est pourquoi on dit tout changement commence d'abord à l'intérieur, avant de se retrouver à l'extérieur. Donc au fond de moi, je voyais quelque chose que les gens n'arrivent pas à voir.
Finalement, je lance mon truc. Au bout de 6 mois, j'arrive à vendre jusqu'à 10 000 exemplaires. C'était justement... C'est pas celui-ci, c'était un truc qu'on appelait Devenir extraordinaire. C'était un petit bouquin qui faisait seulement 24 pages que j'allais vendre dans les universités quand j'avais pas cours. J'étais jeune, mais je me formais à l'art oratoire, les techniques de vente, persuasion, ainsi de suite. Et c'est comme ça, en 6 mois, j'ai vendu 10 000 exemplaires. Ah, oui. Et c'est par la suite de ça que j'ai financé mes études pour me retrouver en France. C'est comme ça que je me suis retrouvé parce qu'il n'y avait plus mon père pour financer quoi que ce soit. Et donc je me suis retrouvé en France sans un sou. Tout ce que j'avais mis ça dans les procédures. Et je me rappelle même à la fin, quand je devais prendre le billet, quand j'ai eu mon visa, j'avais pas d'argent pour récupérer mon visa. C'était un gage. La personne qui m'a aidé à faire mes démarches m'a dit voilà, tu me donnes 1600 euros par exemple. Donc moi je l'avais donné 900. Il me restait 600 euros. J'avais plus les 600 euros. Et ensuite, il fallait payer un billet d'avion et tout ce qui allait avec. Je sais que ma tante, à ce moment-là, s'est débrouillée pour nous trouver ça. Et j'ai encore le souvenir, mon premier jour pour partir en France. Mes parents, ils ont déchiré mon pantalon ici, là, dans la ceinture. Et on m'a mis les 600 euros que j'ai mis là-dedans. Je suis allé en France avec un budget de 600 euros pour me débrouiller. Pas d'appartement, pas de famille. Et je dormais dans le canapé des gens. Mais j'avais toujours cette idée quelque part dans ma tête que mon histoire n'allait pas en rester là. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie et que cette histoire-là méritait d'être racontée. Aujourd'hui, c'est un jeune multimillionnaire que nous voyons. On va dire ça peut-être en francs CFA, mais on arrive quand même. On est sur le chemin. En francs CFA, et c'est sûr que ça va arriver en euros, en dollars, et voilà. Alors, et quand vous arrivez justement pour vos études, là, vous avez découvert le développement personnel, vous avez vendu un livre. Ça veut dire que vous partez pour les études en France, mais vous partez aussi pour faire du développement personnel. À la base, c'était même pas pour aller faire du développement personnel, c'était pour aller faire des études. Parce qu'il n'y avait toujours pas cette certitude de dire ça serait mon métier. Je ne l'ai jamais choisi de base et dire je vais faire ça. La vie m'a poussé vers ça parce qu'on dit pour être en paix avec soi-même, le forgeron, il doit forger. Le footballeur doit jouer au foot. Vous devez faire du journalisme pour être en paix parce que vous êtes passionné par ça. Et donc, c'est ce qui se passait dans mon cas. J'étudiais, mais je voyais que la vision que me promettaient les études à la fin, un master en marketing ou en finance, quelque chose comme ça, lorsque je me projetais, je faisais la multiplication de mon salaire par 10. Je me disais qu'en fait, non, ça ne peut pas payer ma maison de rêve, ça ne peut pas payer ma voiture de rêve, ça ne peut pas amener ma mère à la Mecque et vivre la vie que je voulais. Donc quand je me projetais, c'était rien d'excitant pour moi. Et c'est ce que je dis à tout le monde aujourd'hui, si tu veux savoir est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas, multiplie ce que tu as aujourd'hui par 10 ans et vois est-ce que tu es vraiment excité. Moi, ce n'était pas le cas pour moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'entreprenne, il faut que je mette d'autres choses en place. Parce que cette voie-là, je ne pense pas si c'est la voie qui m'est vraiment destinée ou si c'est la plus excitante pour moi. C'est là que finalement, j'accepte de me lancer dans mon rêve, en parallèle de mes jobs étudiants. Je commence à encore écouter des livres audio. Et en 2019, pour la première fois, je décide, après avoir lu énormément de livres, je me dis, je vais partager ça dans une vidéo. Parce que je voyais des gens faire autour de moi, je me disais, pourquoi pas. Et là, j'avais un iPhone 7, une ring light, un petit micro que j'avais acheté, c'était en été 2019. Et je fais ma première vidéo. C'est là que c'est parti. Et puis, il y a eu du chemin après. Aujourd'hui, je pense plus de 1000 vidéos sur la toile un peu partout. Et des vidéos avec des messages de motivation, de coaching et autres. C'est bien quand même qu'on... Je ne sais pas si la régie est OK, on pourra voir quelques de vos vidéos justement que vous avez eu à faire. Donc, on verra bien d'ici là. Mais carrément, des vidéos comme ça, c'était quoi en fait à la base que vous disiez? Qu'est-ce que je dois transmettre à la jeunesse en faisant des vidéos comme ça? En fait, généralement, je dis il y a deux types de coach. Il y a celui qui va lire un livre et transmettre ça aux gens. Ou il y a celui qui va peut-être se servir de son histoire, de comment il a réussi à passer d'une étape à une autre et transmettre cette philosophie-là. Donc moi, c'était une combinaison de deux choses. Je lisais énormément, mais comment je trouvais une synergie entre ce que je lisais et ce que j'avais vécu. J'avais une histoire que je trouvais tellement inspirante. J'avais une histoire de ma famille que je trouvais tellement inspirante et aussi mon vécu en France avec les jobs et tout ce que je mettais en place. Je me suis dit, il faut partager ça aux gens. Et c'est de ça que je me servais. C'était ma vie que je mettais en avant et c'est comme ça qu'on touche le cœur des gens aussi. Ah oui. Et généralement, c'est pour les amener à se lever, à travailler? Un seul but en faisant ça, parce que tu te dis, c'est ça qui m'a transformé la vie, ça m'a permis de partir de rien et à me retrouver dans une belle situation et une situation qui s'améliore de jour en jour. Ça veut dire que moi aussi, je peux véhiculer ce message, non seulement d'espoir, mais partager les outils et les clés qui m'ont permis de passer d'étudiant fauché, de passer d'une famille très modeste à se retrouver à mieux reprendre sa vie en main, à se retrouver à générer des centaines de milliers d'euros via Internet, ainsi de suite. C'est ça notre travail, mais on montre aux gens
bien avant tout que tout est possible. On peut partir de là à là si on met les bons outils sur le chemin. Alors, vous êtes auteur. Rappelez-nous ces livres que vous avez écrits. J'ai écrit Devenir extraordinaire, dont je parle ici depuis 2016-17. Et après, j'ai sorti ce bouquin-là, Les mots pour les mots. Parce que j'étais beaucoup trop dans le développement personnel à fond. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus axé business aussi. Mais ça, c'était un peu une part de moi que je voulais laisser dans un livre. Je faisais beaucoup de vidéos pour soigner mes mots, moi-même d'abord. Donc c'est comme une confession face à moi-même. C'est des vidéos qui ont fait des centaines de millions de vues. Donc tout ça condensé, on a décidé de mettre ça dans un livre. Les mots pour les mots, ça permet de soigner n'importe quel mot qu'on a à l'intérieur à travers les mots. Donc c'est un récit de développement personnel et de poèmes qui se condense et qui permet d'apaiser les gens, peu importe dans quelle situation ils sont. Oui. Alors, on sait que dans la plupart des pays africains, la réalité, c'est le chômage. Nos pays vivent ces réalités, des jeunes diplômés, mais qui chôment. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation? Face au chômage, je dis souvent que ce qui t'arrive, en fait, le problème, c'est pas ce qui t'arrive, c'est plutôt ta réaction face à ce qui t'arrive. On a deux situations ou deux possibilités. Quand on a fini les études, on pose le diplôme, on attend que le gouvernement nous appelle un jour pour obtenir un boulot ou une entreprise. Ou soit on se dit, normalement, si tu as fait... Je me dis, si tu as fait, ça va aller? Oui, ça va aller. Ok. Je me dis, si tu as fait 13 ans, 14 ans, 15 ans sur le banc, tu n'es pas sorti là pour attendre encore que quelqu'un vienne changer ta vie. Normalement, tu as les outils. Tu devrais avoir les outils nécessaires pour reprendre ta vie en main et créer quelque chose. Donc, si un job ne vient pas, tu as aussi la possibilité de créer quelque chose en place. Je me dis, il suffit juste d'un déclic ou d'une décision pour reprendre sa vie en main. Au bout de 6 mois maximum, c'est possible de passer de chômeur, je suis là, mon diplôme il est là, il n'y a pas de boulot, à reprendre vraiment les choses en main et peut-être même devenir multimillionnaire. C'est bel et bien possible en 6 mois, avec une sorte de discipline qu'on met en place, une sorte de stratégie qu'on met en place, une sorte de conscience aussi de sa situation. Alors, Karamo, le mot déclic revient beaucoup, même dans vos vidéos. Le déclic peut être quoi et ça peut partir d'où? Lorsque j'ai fait ma première grande conférence à Paris, c'était en janvier 2024. J'aime souvent mettre ça en avant, c'était d'ailleurs le titre, le grand titre. Il suffit d'un déclic pour changer de vie. Parce qu'il a fallu d'un événement pour que ma vie passe de froid à chaud directement. Il a fallu d'un événement pour beaucoup de gens que j'ai eu à accompagner, même dans la vie d'énormément de personnes. Il fallait qu'ils passent dans un tunnel et derrière ça pour voir la lumière. Mais généralement, on a tous vécu le déclic. C'est juste qu'on n'arrive pas à mettre les mots là-dessus. Peut-être que tu as subi une rupture amoureuse. Ça pourrait être le début d'une nouvelle vie pour toi. Mais c'est comment tu le perçois. Soit tu le perçois comme quelque chose de négatif, ou soit tu le perçois comme une opportunité. Je te donne l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée à l'époque, une femme qui était vraiment au bord du trou. Elle était mariée à un homme, 3 enfants, et du coup l'homme la quitte. Finalement, elle se retrouve avec ses 3 enfants, mère célibataire et 3 enfants en France. Elle est là, dévastée, je la prends en coaching pendant plus de 2 mois. Mais en fait, elle pense que c'est la pire chose qui devait l'arriver. Mais je dis en fait, essaie de voir les choses d'un autre point de vue. On commence maintenant à travailler ensemble pour changer un peu sa philosophie. Je fais en sorte d'appuyer encore plus sur la douleur qui est arrivée. Je fais en sorte de vraiment appuyer au plus profond pour qu'elle se sente le plus mal possible. Mais plus c'est mal, plus le revers sera magnifique. Donc plus elle se plongeait dedans et se rendait compte qu'un homme l'a quittée parce qu'elle prenait pas assez soin d'elle physiquement, intellectuellement, elle n'avait pas de projet, elle avait 0 vie, tout se reposait sur le monsieur. Là, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle commence à travailler sur elle, elle s'inscrit à la salle de sport, elle se lance dans une activité en ligne. Aujourd'hui, elle rayonne tellement qu'elle m'a envoyé un message il y a quelques mois pour me dire que ce même monsieur-là, qu'il avait jeté avec ses enfants, est en train de courir après elle en ce moment. Ah oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sa vie a tellement rayonné qu'elle n'a plus besoin de ce monsieur dans sa vie, mais il a fallu d'un déclic. Il a fallu de cet événement tragique pour elle, difficile, pour qu'elle reprenne sa vie en main. Ça a été le cas pour moi. J'étais là, vie classique, ça n'allait pas financièrement. J'ai gagné moins d'1 euro, donc moins de 600 francs CFA par jour quand j'étais étudiant en Guinée. Mais tout ça, je ne prenais rien d'urgent dans tout ça. Mais il a fallu que la vie me prenne mon père et que tout le monde vienne me dire « ça va être difficile la vie, tu sais, c'est comme ça, courage ». Mais je ne voulais pas ce courage-là. Je voulais d'autres choses. J'étais tellement mal, tellement dévasté que ça a été en fait mon éclosion. Et tout ce que j'entreprenais, j'avais en fait comme si j'avais absolument rien à perdre et tout à prouver.
il a fallu un déclic pour que je reprenne ma vie. Et c'est pour ça, les conférences qu'on organise, on est toujours dans 2 phases. Moi, je suis entrepreneur, on fait du développement personnel, on aide les gens à comprendre, à briser ces barrières-là, parce que toute richesse commence d'abord dans la tête. Une fois que tu penses qu'il y a un monde de possibilités pour toi dans la tête, alors tu peux aussi le concevoir dans la vraie vie. C'est Napoléon Hill qui le disait, « If you can dream it, so you can do it ». On permet les gens de rêver, de briser n'importe quelle barrière. Ceux qui étaient à ma conférence en Guinée, par exemple, il y avait un truc qu'on disait, on parle d'un grand montant et puis tu serres la main de quelqu'un à côté de toi, tu lui dis, mais le 100 000 euros, c'est rien. Une fois que tu penses que c'est rien dans ta tête, forcément, ça sera un petit truc aussi dans ta vraie vie. C'est juste une question de temps et d'alignement. Le monde commence d'abord à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Et du coup, c'est à ça qu'on mène les gens et on les pousse à mettre la main sur ce déclic-là. Une fois que tu as mis la main là-dessus, tu ne dors plus. Et quand tes rêves t'empêchent de dormir, c'est que tu es sur le bon chemin. Je dis souvent et je le répète, si tes rêves ne t'empêchent pas de dormir, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ah oui. Alors, vous avez lancé depuis un bout de temps donc les concerts éducatifs. C'est quoi ce concept? La nature a horreur du vide, malheureusement. Aujourd'hui, on voit une société, ça me fait mal. C'est Seydou Abaché, tu le disais que avant, pour être connu, il fallait faire des choses incroyables. Il fallait écrire, il fallait faire des inventions, l'innovation, ainsi de suite. Aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Malheureusement. Con et nul. Nu. Ok. Il suffit d'être con, faire des conneries sur les réseaux sociaux, tout le monde t'acclame, même le président va te serrer la main. Ou sinon, il suffit de te mettre nu, comme des femmes qui s'exhibent un peu sur les réseaux, et on voit du succès un peu partout dans ce domaine-là. Si on laisse place à cela, c'est ce qui prendra de l'ampleur. Voici pourquoi on se dit, il faut qu'on continue à mener un combat, parce que la nature a horreur du vide. Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et nous, si on n'agit pas, on est en train de laisser les gens prendre de l'ampleur dans quelque chose qui va détruire la future génération. C'est pourquoi on fait du développement personnel. C'est pourquoi on fait des nuits blanches à écrire des livres, à faire des choses pour ajouter notre petite chose positive aussi à ce monde, comme l'histoire du colibri. Donc les concerts éducatifs, c'est quoi? Quand tu fais un événement, ça m'est arrivé récemment, j'ai fait un grand concert éducatif dans un pays, les entreprises vont refuser de te sponsoriser. Tu es en train de promouvoir quelque chose de noble, quelque chose qui va changer la vision de la jeunesse, pousser au développement. C'est comme si tu étais l'ennemi. Les grandes compagnies refusent de t'accompagner. À l'inverse, quelqu'un d'autre vient avec toutes les futilités possibles pour pousser la jeunesse à danser, à rire, ne jamais prendre conscience de sa situation. Là, ils vont mettre le paquet. Tu as l'impression que leur mission, en fait, c'est d'abrutir la jeunesse africaine. Donc, notre mission, on s'est dit, concert éducatif, on va faire comprendre aux gens qu'on peut aussi s'amuser tout en apprenant et transformer sa vie. Donc on a mis le concept en place. C'est une conférence de développement personnel à la base sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et le digital. Ce sont les 3 domaines qu'on traite. Mais ça ne sera pas que du développement personnel. C'est-à-dire on insère de temps en temps des artistes, eux aussi, qui vont venir embellir la journée, des comédiens qui vont venir ou des gens qui font des acrobates. Il y a un peu de tout comme ça. En Guinée, c'est ce qu'on a vécu. Donc c'est un événement qui amène les gens en immersion. On peut apprendre tout en ayant aussi quelques petites choses qui vont apaiser un peu notre esprit ou nous divertir. C'est ça le concept du concert éducatif. Les Américains le font. On s'est dit développer ça et pousser cette jeunesse-là à remplir aussi des salles. Parce qu'on dit les Africains ne se réunissent que pour faire la fête. Au Congo, quand on a fait un concert éducatif, avant que ça n'ait lieu, tout le monde m'a pris de fou. Ici, c'est le Congo. Si tu veux que ça marche, appelle Fally Ipupa. Il faut un danseur. En fait, tout le monde m'a dit que c'est pas possible que tu remplisses une salle avec un certain montant et dire aux gens de venir pour une conférence toute la journée. Finalement, la salle, elle était tellement pleine qu'il y en a qui étaient debout, collés au mur pour pouvoir suivre la conférence. Et c'est cette philosophie-là qu'on veut dégager pour prouver au monde entier que la jeunesse africaine, la jeunesse noire tout simplement, ne se réunit pas que pour faire la fête. On peut aussi se réunir pour parler d'idées qui vont changer notre avenir. Et les images le prouvent, vous l'avez fait à Paris, à Conakry, à Kinshasa, à Lubumbashi et maintenant vous êtes à Ouagadougou pour ce même concert éducatif. Pourquoi Ouagadougou? Pourquoi le Burkina Faso? Pour la suite. Parce que c'est le pays des hommes intègres. Bien sûr. Je suis déjà venu ici en 2023 par l'intermédiaire de mon frère que je salue, coach Simon Edrago, qui m'a très bien accueilli. D'ailleurs accompagné aussi pour Exactement, cette émission. il est derrière les plateaux. Merci beaucoup pour l'invitation, il est là. On est en train de développer une sorte de fraternité que je salue et je pense que dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose comme ça qu'on devrait développer, se donner la main, s'unir et ça fait plus mal.
Parce que c'est deux puissances qui se réunissent. Et s'il y en a plusieurs comme ça qui se donnent la main, au lieu plutôt de se mettre des bâtons dans les roues, malheureusement, on ne peut pas aller très loin. Donc voilà un peu, je suis venu en 2023 pour participer à la GCAP 8 du grand frère Cosimo Ouédraogo. En 2024, là, en novembre dernier, il était à Conakry avec nous, la photo que vous venez de voir, pour aussi donner sa part de contribution. Et donc finalement, je me dis, il y a forcément quelque chose de passionnant avec le Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de demandes aussi sur les réseaux sociaux, des gens qui disaient, c'est quand le Burkina, c'est quand le Burkina. Il était temps pour moi de concrétiser ça. Donc c'est ma dernière là, avant que je ne prenne une bonne pause en tout cas. Donc je me suis dit, il faut faire ça au pays des hommes intègres. Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous êtes au Burkina Faso, le conseil éducatif est prévu pour quand? C'est ce samedi 22 février au Lancaster Ouaga 2000. C'est là que ça se passe à partir de 9h. On m'a dit, j'ai même reçu des messages à moi de tu es en concurrence ou en compétition avec, comment on appelle ça, le festival de films. FESPACO qui arrive, je dis non, je ne suis pas du tout en compétition avec ce festival-là parce que moi-même je vais y prendre part aussi pour venir voir ce qui se passe. Nous, ça se passe le matin, c'est le 22 à partir de 9h. Je pense autour de 15h, on aura terminé si vous voulez. On peut tous prendre le chemin pour aller au FESPACO. Pour la cérémonie. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est ce samedi à partir de 9h au Lancaster. On a deux types de prix. On a des places standards et on a des places VIP. Les places standards, ça donne accès à la salle, c'est 25 000 pour ceux qui veulent apprendre comment non seulement transformer leur vie, reprendre le contrôle, mais surtout il y a une subtilité, c'est comment on se sert des réseaux sociaux pour changer sa vie. Les réseaux sociaux, j'aime bien dire une chose, quand on me demande à quoi tu dois ta réussite. La première chose que je cite, parce que je suis croyant, je dis d'abord Dieu. Deuxième chose qui vient, tout le monde le sait, c'est grâce aux prières de ma maman. Cette dame, elle a beaucoup subi dans son foyer. Elle a accepté des choses uniquement pour voir ses enfants évoluer. Donc, je la dois à 100% à ma mère. Ensuite, la troisième chose qui vient, bien sûr, la persévérance. Mais le quatrième que je pose, c'est les réseaux sociaux. Je n'ai pas abandonné, mais ce qui m'a permis de me propulser dans le monde entier, c'est les réseaux sociaux. Et je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui. Même un président doit savoir comment se servir des réseaux pour pouvoir mettre en avant, en lumière les activités qu'ils posent. Donc c'est ça notre mission, dans le bon sens. On n'aide pas les gens à gagner des abonnés pour danser, pour insulter. Non, on aide les gens à mettre en lumière leur talent. Tu es écrivain aujourd'hui, tu as besoin de te servir des réseaux pour pouvoir vendre plus ton livre. Tu es entrepreneur, tu as besoin des réseaux pour exploser tes chiffres sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça notre mission. On enseigne aux gens comment se servir d'Internet, des réseaux sociaux pour propulser leur vie et surtout générer des centaines de milliers d'euros. C'est bel et bien possible, on en est l'exemple. C'est ça, le temps est terminé, Karamo déjà, et puis donc on va se donner rendez-vous aux téléspectateurs le samedi prochain à Lancaster Ouaga 2000 et vous l'avez dit, les prix d'entrée c'est 25 000 et 75 000 pour le VIP. Et puis on affiche l'affiche une dernière fois pour ceux qui veulent bien prendre les contacts et avoir les informations. Donc on revient sur l'affiche rapidement. Et en attendant, on prend votre mot de fin pendant que... Moi, je vous remercie de me recevoir ici sur ce plateau, de me permettre de m'exprimer. Je me sens à la maison au Burkina Faso. Je remercie toute l'équipe du Cosimo Ouédraogo, l'équipe de la GCAP. Je remercie le grand frère Cosimo aussi et cette télé qui me reçoit la première fois au Burkina Faso. Super. Donc, merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous ce samedi. Vous êtes la bienvenue et ce livre, c'est pour vous. Merci beaucoup. Vous aurez une dédicace juste tout à l'heure. D'accord, super. Merci bien pour ce livre. Karamo, et merci d'être au Burkina Faso. On vous souhaite en tout cas de réussir comme ça a été le cas dans d'autres pays, le concert éducatif qui aura lieu ce samedi à Lancaster Ouaga 2000 donc avec Karamo que vous suivez très bien certainement sur les réseaux sociaux. On s'arrête ici pour l'entretien. Nous sommes ravis de retrouver cette fois-ci le directeur marketing et commercial de Savane Media, monsieur Emmanuel Abissi est sur ce plateau pour nous donner une bonne nouvelle en prélude du FESPACO. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour Abzeta, bonjour chers téléspectateurs, amis fidèles de Bonjour le Faso. Vous êtes là avec une bonne nouvelle, donc parce qu'à l'occasion du FESPACO, Savane Media sera sur place pour notamment accorder un plateau aux téléspectateurs, aux partenaires et puis aux institutions et personnalités qui seront là. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, comme tu l'as dit, c'est que c'est bientôt le FESPACO qui commence le 22, le samedi prochain. Et comme d'habitude, Savane sera présent sur le site du FESPACO Omika pour pouvoir permettre à nos téléspectateurs de vivre en live ce festival. Donc il s'agira de la mise en place d'un plateau télé
avec des émissions en direct, comme vous le voyez sur l'affiche. Okay. À partir de 11h, nous aurons une émission en français où nous allons recevoir des professionnels du cinéma. Nous allons refaire les portraits des acteurs du cinéma et du milieu du cinéma. Nous allons aussi offrir une plateforme pour les annonceurs. C'est-à-dire que vous savez qu'il y aura des institutions, il y aura des commerçants qui seront sur place à travers leur stand. Voilà, donc toutes ces personnes-là peuvent passer sur le plateau à 17h pour pouvoir parler de leur présence sur le site de FESPACO et faire la promotion de leurs produits et services. Et c'est aussi une plateforme pour les annonceurs qui ne seront pas sur le site, voilà, d'être présents à travers le plateau de Savane. Je m'explique. Dans le décor du plateau, on peut mettre leur kakemono, leur visuel, pour que pendant les émissions en direct, on puisse voir leur structure, avoir des informations sur leur service à travers le visuel qui sera mis sur le plateau. Ils auront aussi des spots, des plus reportages à faire passer dans l'émission qui sera en direct sur le site de FESPACO, de sorte que les festivaliers, tous ceux qui seront présents, qui seront sur Savane TV, pour avoir les informations de FESPACO, peuvent aussi avoir accès à leur information. Donc c'est quoi? C'est une plateforme de visibilité pour les annonceurs, c'est une plateforme de visibilité pour ceux qui vont prendre les stands. Parce que vous savez qu'il y aura quand même des centaines de stands. Donc c'est vrai qu'on sait que vous êtes au FESPACO, mais on ne sait pas là où vous êtes situé, là où vous êtes positionné. Alors, à travers les plateaux de Savane, vous aurez 5 à 10 minutes pour venir vendre vos produits et donner votre situation géographique sur le site de FESPACO aux téléspectateurs. Ce qui fait que celui qui suit la télé va dire, ah ok, Abzeta, je vais dire quoi? Abzeta Design. C'est ça, j'avais besoin de ça, voilà. Abzeta Design est sur le site du MICA, à tel endroit, à telle situation géographique, ou bien est sur le site du FESPACO au camp fonctionnaire, parce que c'est qu'il y aura aussi des stands là-bas. Donc, bref, Savane veut... Et donner les contacts, surtout aussi. Hein, donc, mais oui, bien sûr, ça. je vais donner les contacts un peu à la fin. Savane sera sur ce site-là pour permettre à ces gens-là de vivre le FESPACO et de se faire connaître. Vous savez qu'on aura plein de festivaliers étrangers. Donc pour ceux qui sont aussi dans le Made in Burkina Faso et qui veulent exporter leur savoir-faire, c'est une plateforme pour rencontrer ces opérateurs économiques, ces experts du domaine, de cinéma et autres, et avoir des partenaires à l'étranger pour pouvoir exporter leur savoir-faire. Donc, c'est simple, pour avoir les informations, contactez le service commercial de Savane au 63, comme c'est sur l'affiche, 63 98 97 73. Donc 63 98 97 73. C'est ça. Alors, Mariette, on va revenir sur l'affiche parce que maintenant, les gens aiment bien les captures. Voilà, facilement, tu fais la capture et puis ça reste sur ton téléphone. Donc, c'est ça. D'accord, donc vous voyez comme c'est écrit. Voilà, plateau télé au cœur du MICA. Voilà. Et entretien professionnel. Donc, nous aurons les professionnels du cinéma qui seront là. Ils vont parler de leur parcours. Hein. Vous avez les grands acteurs du cinéma, tous ceux qui seront sur le FESPACO. On va les recevoir sur notre plateau. Ils vont parler de leur expérience. Hein. Nous avons aussi le cadre promotionnel pour faire la promotion des produits et services des annonceurs, etc. Donc, c'est simple. Appelez pour plus d'informations et vous serez servi. C'est dans quelques jours. C'est ça. Voilà, donc dépêchez-vous pour pouvoir avoir une bonne place sur la liste du passage sur le plateau. D'accord. Alors, Monsieur Abissi, est-ce que peut-être certains partenaires peuvent se demander, est-ce que comme c'est le FESPACO, pour exceptionnellement, c'est une promotion ou ça sera toujours les prix de publicité standard? Non, ok, c'est une promotion. La direction générale a fait un forfait à partir de 350 000 francs. Vous avez droit à deux jours de passage, c'est-à-dire 2 jours de passage sur le plateau en direct. Vous parlez de votre structure, de vos produits et services. Vous avez droit à une diffusion de sport à chaque émission jusqu'à la fin du FESPACO. D'accord. Voilà. On va aussi citer votre nom comme partenaire de Savane pendant le FESPACO jusqu'à la fin. Et puis, vous avez droit aussi à mettre sur le plateau votre kakemono ou bien quelque chose qui représente votre structure. Donc, c'est tellement ça, c'est ce que je peux citer rapidement. Voilà, c'est vraiment un package. Donc, c'est vraiment forfaitaire. Vous savez que pour faire passer un spot à la télé, et avant ou après le journal ou les prime time, c'est 160 000 francs. Donc, si vous faites 2 passages de sport, c'est déjà bon. Alors que là, on vous offre des actions beaucoup plus
je veux dire, de bonnes actions et avec une large couverture, hein, en étant pendant un grand événement, à ce prix forfaitaire là, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, bien sûr. Merci. Profitez en contactant le service commercial. Donc, on rappelle le contact. Au 63 98 97 73. Super. Merci beaucoup. Et puis, venez vivre le FESPACO avec nous, donc au siège du MICA, parce que Savane Média sera installé. Le plateau de Savane TV y sera. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Abdeta. Alors, restez avec nous. On va clore cette émission ensemble. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi l'aventure de ce matin qui s'arrête aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe derrière. Rendez-vous demain pour d'autres émissions. Excuse. Excuse.